activité. Le président François Hollande exprime toute sa gratitude à l'endroit de son homologue nigérien Mahamadou Issoufou. Aide alimentaire de la Turquie en faveur des populations vulnérables de notre pays. Environ 6 000 tonnes de vivres ont été réceptionnées ce matin par le ministre des Affaires étrangères. La gestion de la salubrité dans la ville de Niamey au centre d'une rencontre entre les groupements sociaux et le ministre en charge de la question. Messieurs, Mesdames, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Depuis quelques jours, l'exploitation pétrolière au Niger à partir du bloc d'Agadem fait l'objet de polémiques au sein de l'opinion nationale. Une situation qui a suscité ce commentaire de Ousmane El Hadji Ibrahim. Même si la première découverte du pétrole au Niger date des années 1975 au niveau du puits de Madama, l'histoire de l'exploitation pétrolière dans notre pays est désormais étroitement liée au bloc d'Agadem, et ce, vous le savez, depuis le lancement de la production du brut en novembre 2012. Une production pétrolière qui résulte d'un processus laborieux à partir d'un contrat de partage des productions entre le Niger et la CNODC, une compagnie pétrolière chinoise. Vous le savez également, d'un pays importateur de produits pétroliers, nous voilà donc devenus pays producteur et exportateur du pétrole. Mais cette production, au-delà de ses retombées et le sentiment de fierté qu'elle nous procure, doit, si l'on veut qu'elle soit pérenne, satisfaire à deux critères essentiels. La rentabilité de l'outil de production, en l'occurrence la raffinerie de Zander, et la compétitivité du prix à l'exportation. C'est pour tenir compte de ces deux critères que le gouvernement de la 7e République a déployé d'énormes efforts pour non seulement préserver cet acquis, mais le transformer en une véritable source de devises si nécessaire aux investissements structurants prévus dans le programme du développement économique social PDS 2012-2015 de notre pays. Pour cela, il faut avant tout sauvegarder la principale source connue d'approvisionnement en brut de notre raffinerie. C'est dans cette optique que le gouvernement a pu, en 2 ans, obtenir la restitution de 50% du bloc d'Agadem par la CNODC qui détenait depuis 2008 l'autorisation exclusive de recherche sur le site. 50% du bloc d'Agadem tombé dans le domaine public et qui suscite en ce moment beaucoup de convoitises de la part des investisseurs qui se bousculent pour y avoir chacun son permis de recherche. Pour parler des retombées de cette exploitation pétrolière, sachez que quelques 92 milliards de francs CFA ont été engrangés par le Niger en 2012. Et cela malgré un héritage lourd lié à la construction de la raffinerie que le gouvernement est en train de gérer. Ce qui ne lui a pas empêché de revoir à la baisse 2 fois successives le prix à la pompe des hydrocarbures, un prix à la pompe moins cher que dans tous les pays de l'UEMOA. Toute l'agitation autour du dossier pétrolier qui accourt en ce moment dans notre pays s'est fait comme s'il y a un flou autour de sa gestion. Or, cela aussi beaucoup de Nigériens le savent, le Niger a adhéré à l'initiative sur la transparence dans les industries extractives depuis 2005 et c'est en mars 2011 seulement que notre pays a été déclaré conforme aux normes ITIE. Allez-y comprendre. Et puis, tous les revenus de l'État provenant du secteur pétrolier font l'objet d'un contrôle annuel de la part de la Cour des comptes. Des mécanismes de contrôle externes et internes qui contribuent à une meilleure utilisation des dites ressources. Pour le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, les revenus de l'État tirés de l'exploitation pétrolière doivent contribuer exclusivement à l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des populations, en particulier les couches les plus défavorables. C'est d'ailleurs pourquoi l'essentiel des investissements publics rendus possibles grâce à ces revenus sont orientés vers les secteurs sociaux de base, l'éducation, la santé et l'emploi, pour ne citer que ces secteurs. Avec la moitié du bloc d'Agadem qui est revenu exclusivement au Niger, le meilleur est à venir en matière d'exploitation pétrolière dans notre pays et les conditions de vie des Nigériens ne feront que s'améliorer au regard des investissements réalisés déjà et à réaliser grâce aux revenus du pétrole.
Oui, merci Ousmane. L'actualité, c'est aussi la libération des 4 otages français enlevés le 16 septembre 2010 à Arlit. Les 4 otages français sont enfin libres après 3 ans de captivité. Ceci grâce aux efforts personnels du président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a toujours œuvré pour le retour de la paix dans la région sahélo-saharienne. Le chef de l'État qui a effectué le déplacement de la base aérienne pour rencontrer les 4 otages s'est réjoui de leur libération. Cette libération s'est faite en étroite collaboration avec le président Hollande. L'enlèvement des otages, comme vous le savez, a eu lieu à Arlit il y a de cela plus de 3 ans. Et depuis, le Niger s'est employé à créer les conditions de leur libération. Aujourd'hui, c'est chose faite, on s'en félicite. Et je voudrais féliciter les membres de l'équipe nigérienne auxquels j'ai confié cette mission. Je félicite les otages pour avoir retrouvé la liberté après de durs mois d'épreuves. Je voudrais aussi féliciter leurs familles qui vont bientôt les embrasser après de longs mois de séparation. Je voudrais enfin féliciter le président Hollande dont j'ai apprécié la détermination au cours du traitement de cette affaire. Auparavant, le président de la République, chef de l'État, s'est entretenu en fin d'après-midi avec le ministre français des Affaires étrangères, de la coopération et celui de la Défense. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est tenue ce matin sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. L'examen du calendrier des travaux de la 2e session dite budgétaire était à l'ordre du jour de cette réunion. Une audience à l'agenda du Premier ministre Brigitte Raffini a reçu le vice-président de l'agence turque de coopération et de coordination TICA, Dr Serdar Kam. L'audience s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Turquie au Niger. Convention de partenariat cet après-midi entre l'agence turque de coopération et de coordination TICA et le ministère des enseignements secondaires, convention portant sur la construction et l'exploitation d'un établissement scolaire. Yahya Rabou, Khadija Tassa. Cette signature de convention entre l'agence turque de coopération et de coordination LATICA et le ministère des enseignements secondaires vient encore renforcer les liens qui unissent nos deux pays à travers l'histoire et la religion. Elle fait également suite à l'ouverture d'une représentation diplomatique depuis janvier 2012 et de la visite du Premier ministre turc au Niger du 8 au 10 janvier 2013. Aussi, cette coopération se manifeste davantage à travers des actions concrètes et projets dans le domaine de la santé, de l'hydraulique, de l'environnement, du transport et de l'éducation.
Je suis vraiment très heureux d'aujourd'hui signer le protocole qu'on a déjà décidé de construire en mois de janvier. Dans cette école est pour 1260 élèves et pour 630 élèves, il y a un internat et il y a un complexe sportif aussi. Nous espérons que c'est une école qui va être avec tous les matériels, avec un petit mosquée et avec les laboratoires de séance, tout. Avec les ministres des Éducations ici, Inch'Allah, on ne va pas seulement arrêter après ce projet, nous allons continuer de construire des écoles pour l'éducation du Niger. La ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani, témoigne toute sa gratitude à l'endroit de la TICA, qui ne cesse d'être toujours aux côtés des populations nigériennes de manière générale et dans le domaine de l'éducation en particulier. Les actions de la TICA dans le domaine particulier de l'éducation sont entre autres l'ouverture du complexe scolaire Bédir, l'octroi des bourses aux étudiants nigériens pour ne citer que cela. La convention porte sur la construction et l'équipement d'un autre établissement d'enseignement. Cette action contribue à donner à notre jeunesse une formation solide de qualité. Elle vient en appui aux actions du gouvernement de la 7e République en matière de l'éducation. La réalisation de ce projet confirme davantage la volonté et l'engagement du président de la République, son Excellence Issouf Mahamadou, qui disait dans son discours d'ouverture du Forum national sur l'éducation en octobre 2012, « L'école est une des bases essentielles du développement économique. En effet, le système éducatif sert l'émancipation sociale autant que personnelle. Il autorise la progression intellectuelle, morale et citoyenne par une immersion de l'individu dans le groupe. L'école socialise autant qu'elle développe les talents singuliers. L'école rapproche les vies et les oriente souvent dans un sens positif. Elle ouvre les portes du futur. Elle est l'ascenseur social par excellence. » Cette cérémonie a été suivie d'une présentation de la maquette de l'établissement d'enseignement qui sera construit dans notre pays pour une durée de 18 à 24 mois, aux deux parties, suivies d'une remise de cadeaux aux partenaires pour immortaliser la cérémonie. Dans le cadre de la coopération entre les deux pays, la Turquie vient en appui au gouvernement du Niger avec une aide alimentaire d'environ 6 000 tonnes réceptionnée ce matin par le ministre des Affaires étrangères à l'OPVN de Lazare, ce dont permettra de renforcer le dispositif de sécurité alimentaire. Issa Bakajara. Ce don d'environ 6 000 tonnes de vivres composés de sucre et de farine de blé d'une valeur de 4,5 millions de dollars US, soit 2,3 milliards de francs CFA, est destiné aux populations sinistrées des 8 régions du Niger, victimes des récentes inondations. Une action qui vient ainsi concrétiser les promesses faites par le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan lors de sa visite au Niger. Ce geste témoigne une fois de plus l'excellence des relations qui existent entre nos deux pays. L'ambassadeur de la République de Turquie au Niger, en remettant cette aide, a tout d'abord mis l'accent sur la longue histoire que partagent nos deux peuples, une histoire qui remonte au XVe siècle et qui a été marquée par des retrouvailles avec l'ouverture de l'ambassade turque au Niger. Il a ensuite souligné cette obligation morale du frère musulman à venir en aide à son prochain. C'est un symbole d'une opération collective qui a réuni plusieurs institutions turques, à savoir le ministère turc de l'économie, l'agence turque de coopération et de coordination qui s'appelle TICA, le Croissant Rouge turc et l'Union des exportateurs d'Anatolie centrale. Je suis vraiment heureux que nous sommes ensemble avec leurs représentants ici dans cette cérémonie. Ils sont visités à Niamey pour être ensemble avec leurs frères et sœurs nigériens. Voilà, ces dons, comme j'ai expliqué, seraient distribués dans chacun des 8 régions du Niger, conformément au protocole signé avec les autorités nigériennes. Le ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, en réceptionnant ces vivres, a dit que cette action permet de soutenir les efforts du gouvernement dans son combat contre les multiples crises humanitaires que connaît le Niger ces derniers temps. Ce geste traduit une fois encore
la volonté sans cesse renouvelée des autorités turques d'appuyer le Niger dans ses efforts en vue de répondre sur le court comme sur le long terme à travers la mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives, notamment l'initiative 3N, aux crises alimentaires récurrentes que connaît le Niger. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le vice-président de l'ATICA, mesdames et messieurs, à travers cette aide alimentaire spontanée, la Turquie manifeste une fois de plus sa solidarité avec notre pays et sa disponibilité à l'accompagner sur la voie de son développement. Aussi voudrais-je vous rassurer que ce don qui sera distribué en coordination avec le cabinet du Premier ministre, président du comité interministériel de suivi des inondations et le représentant de l'agence turque de coopération et de coordination TICA sera utilisé à bon escient et acheminé directement aux populations nécessiteuses victimes des inondations dans les différentes régions, ainsi que vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur. La Turquie a, depuis l'ouverture de son ambassade au Niger en 2012, signé une quinzaine de protocoles et d'accords lui permettant de contribuer au développement du pays. Elle intervient ainsi dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, l'aide humanitaire, objet de la cérémonie de ce matin. Coopération toujours avec cette fois-ci la France qui a permis à la Direction générale de la protection civile de bénéficier d'une nouvelle ambulance dont de l'ambassade de France au Niger. Cette ambulance équipée de matériel médical a été réceptionnée en présence de nos reporters Issoufou Suleiman, Mamoudou Idrissa Maïga. C'est dans le cadre de la coopération bilatérale entre nos deux pays que l'ambassade de France au Niger a offert ce don de véhicules ambulances équipés de matériel à la Direction générale de la protection civile de notre pays. C'est avec un grand plaisir que l'ambassade de France s'associe à cette remise de matériel, de secours d'urgence aux blessés, ainsi que du matériel de lutte contre l'incendie. Il s'agit en fait de vêtements unifiés, de vêtements spécifiques pour ceux qui interviennent dans le domaine des incendies. Et donc je pense que ça rendra de nombreux services à la population. Ce don a été effectué grâce notamment à l'ONG Matazankai du Niger, en partenariat avec les services de sapeurs-pompiers de la Lozère de France. Par envoi de conteneurs que l'ONG fait chaque année à titre d'aide humanitaire aux populations du Niger, le service de sécurité et d'incendie de sapeurs-pompiers de la Lozère a fait parvenir ce don à son homologue du Niger pour pouvoir ainsi l'aider dans ses multiples tâches, surtout avec ces inondations qui se répètent sans cesse dans la région ces dernières années. Le conseiller technique du ministre de l'Intérieur a, au nom de l'État, remercié la France et a salué la coopération fructueuse entre nos deux pays. Cela rentre dans le cadre du programme du gouvernement qui tend à créer des unités de secours et à les équiper. Donc ça vient en appui aux efforts de l'État dans ce sens. Donc au nom du ministre empêché, je remercie encore une fois de plus l'ONG Matazankai et les sapeurs-pompiers de la Lozère, l'ambassade de France qui a toujours su faire les contacts nécessaires en vue d'atteindre nos objectifs. Quant au directeur général de la protection civile, il a aussi présenté toute sa gratitude à l'ambassade de France et a souligné que ce véhicule sera utilisé à bon escient. Je tiens à remercier vivement, au nom de l'ensemble du personnel de la Direction générale de la protection civile, au nom de l'ensemble du personnel du groupement national des sapeurs-pompiers et au mien propre, donc l'ONG Matazankai, l'ambassade de France, pour ce soutien inestimable au profit des populations du Niger et bien sûr dont je n'ai aucun doute quant à l'usage qui en sera fait par les sapeurs-pompiers pour mieux accomplir leur mission de protection des biens et des personnes. Notez que ce véhicule sera affecté au service des sapeurs-pompiers de la région de Tawa. Sur le même registre, a noté la réunion cet après-midi du comité État partenaire technique et financier relatif au plan de développement économique et social PDS. Cette réunion a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement et le chef de file des bailleurs de fonds.
La gestion de la salubrité dans la ville de Niamey était au centre d'une rencontre ayant regroupé ce matin les dirigeants des différents groupements sociaux de la communauté urbaine et le ministre en charge de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, Adamou Jefou. Issoufou Samaïla et Guy Mathieu Tia pour les précisions. La rencontre entre le ministre Ada Chefou et des groupements sociaux de Niamey vise à échanger sur la problématique de la gestion de la salubrité dans la ville de Niamey, en vue de faire de Niamey une ville propre, une ville coquette. Mon département ministériel a déjà rencontré le 4 octobre 2013 les ONG travaillant sur la gestion des déchets afin d'échanger sur les voies et moyens pour trouver des solutions durables à la prolifération des déchets plastiques dans notre pays. Cette rencontre, la deuxième du genre donc, a pour objectif de discuter avec les différents partenaires et responsables chargés de la gestion de la ville de Niamey pour voir comment prendre en charge les questions cruciales de la salubrité au sein de notre capitale. Cet état de fait doit nous interpeller toutes et tous, et ceci quel que soit notre responsabilité et notre rôle en tant que dirigeant de la ville, leader d'opinion, chef religieux, résident à Niamey ou tout simplement en tant que Nigérien du fait que la capitale nationale est celle de tout le monde. On doit donc agir et agir vite. Et pour bien donner à notre chère capitale ses lettres de noblesse, un visage qui fera d'elle Niamey la coquette, Niamey Niala, comme le veulent le président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, chef de l'État, et son Excellence le Premier ministre M. Birji Rafini, chef de gouvernement. Les différents groupements sociaux, notamment les leaders religieux et traditionnels, des chefs de quartier, des commerçants et transporteurs, des fadas et clubs de jeunes et des groupements des femmes ont ensuite pris la parole pour saluer cette initiative avant d'évoquer des pistes de solutions comme la création des brigades de la salubrité dans chaque commune de Niamey. Le gouverneur de la région de Niamey et le maire président du conseil de ville de Niamey, par intérim, ont répondu aux questions de la population en prenant l'engagement de faire de la ville de Niamey une ville propre. Nous sommes en train de nous organiser pour organiser la pré-collecte dans tous les quartiers. Si vous circulez aujourd'hui, vous allez trouver partout des chantiers de construction de plateformes. En principe, à Niamey, on en envisage la construction de 200. Donc, et ces plateformes-là sont destinées donc à recevoir des conteneurs. Vous allez au garage mairie, vous allez trouver déjà ces conteneurs-là sont en fabrication. Je pense qu'on en a déjà, on doit être pas très loin de la centaine qui est en fabrication. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça ne doit pas être loin de ça. Et c'est donc ces conteneurs seront vidés par 20 camions polybènes. Donc ces camions sont disponibles, c'est donc les acquisitions que nous avons fait récemment. Donc ça, c'est des mesures qui sont déjà en cours. Depuis 2007, il y a eu des partenariats avec notamment en tout cas une grande organisation internationale qui a fait son expertise dans d'autres villes, je citerai Cotonou. Donc, qui a élaboré une stratégie qu'on appelle donc étude de faisabilité pour la gestion des ordures ménagères à Niamey. Donc, vraiment qui a décortiqué la filière et qui a planifié toutes les actions à mettre. Donc, nous ramenons ça à l'ordre du jour. Nous sommes en négociation, en tout cas très avancée avec cette organisation, pour nous permettre déjà de gérer la question de la précollecte. Action dans ce sens, ce que nous voulons vraiment nous inscrire le ramassage des ordures ménagères dans une perspective de business. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit un problème, il faut que ça soit des opportunités. Qu'est-ce que nous allons faire très concrètement? Nous allons créer des centres de valorisation dans chacun des arrondissements.
Vous savez, avec les ordures, on peut faire beaucoup de choses. Les autorités de la 7e République sont en train de prendre toutes les dispositions au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, au gouvernorat ainsi qu'au Conseil de ville de Niamey et des 5 communes de Niamey pour faire de la capitale une ville propre, une ville coquette. Mais cela nécessite un changement de comportement de la population. Cérémonie d'inauguration de 2 magasins Sharp ce matin à Niamey, cérémonie présidée par le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé Alma Oumarou en présence du directeur général Afrique Sharp, Djouari Isiaka, à côté au glace. Sharp est créé par le japonais Hayakawa Tokuji en 1912, précisément le 15 septembre 1912. L'entreprise a débuté avec 3 employés et un capital de 50 yens, soit 243 francs CFA. Mais en créant des produits novateurs et grâce à une stratégie d'affaires solide, l'entreprise a pris de l'ampleur. À travers la société Shivem Trading, distributeur agréé de Sharp, elle s'installe pour la première fois au Niger. Aujourd'hui, près de 100 ans après sa création, Sharp reste fidèle à ses principaux initiaux pour l'objectif de l'amélioration de la qualité de vie grâce à l'utilisation des technologies modernes. Ainsi, Sharp souhaite donner un sens nouveau à l'innovation, à la qualité, à l'approche par rapport aux problèmes écologiques et au design. Pour cela, Sharp a une représentation sur tout le continent et presque tous les pays du monde. Donc maintenant, c'est au tour du Niger d'accueillir une représentation digne de ce nom à la travers société Shivem General Trading, qui est une société de droit nigérienne en vue d'apporter au peuple nigérien le mieux-être. Le directeur général Afrique Sharp a profité de cette occasion pour remercier les autorités nigériennes pour leur engagement et leur soutien aux investisseurs privés. Il a également lancé une offre qui permet aux clients d'avoir 2 ans de garantie sur tout achat effectué dans un magasin Sharp. Le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, M. Alma Oumarou, a procédé à la coupure de ruban du premier magasin Sharp situé au plateau Château 1 de Niamey. Et une visite du magasin a permis de voir de près les différentes offres. Pour nous, le fait qu'une maison aussi importante s'installe au Niger prouve que le climat des affaires au Niger est en train de s'améliorer. Et nous sommes en train, justement, et le défi qui se présente à nous, c'est qu'on dit en anglais le doing business, c'est de faire en sorte que notre pays conquiert encore un rang meilleur. Nous prenons toutes les mesures aujourd'hui pour booster le secteur privé et surtout pour attirer les investisseurs privés. Que Sharp vienne ici, c'est pour nous un signe important et annonciateur d'autres investisseurs qui vont venir au Niger. Pour le 2e magasin à Yantala, c'est le directeur général Afrique Sharp qui a procédé à la coupure de ruban. Il faut dire que Sharp était spécialisé dans la vente des appareils électroménagers. Pour cette occasion, Sharp offre de prix promotionnels sur tout achat effectué au cours de la première semaine suivant l'inauguration. Et tout achat effectué au niveau de la maison Sharp donne droit à 2 ans de garantie. Suite aux informations diffusées ça et là, faisant état d'une attaque qui se serait déroulée dans la région de Difa, le gouverneur de la dite région a apporté un démenti formel à ces rumeurs. C'était au cours d'un point de presse qu'il a animé ce matin à Difa, le compte-rendu de Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. Le lundi 28 octobre 2013, une mission de l'OMS en tournée dans le département de Gingimi, revenait de Dorolé-Lewa, escorté par l'escadron de la gendarmerie mobile de Difa. À 18h50, les 2 véhicules s'étaient introduits par mégarde dans le dispositif des militaires, marqué par une série de pneus usagés installés à 150 mètres de part et d'autre de la 524e CSM de Ngingimi. Les véhicules en fait de détresse avaient avancé doucement pour se faire découvrir. Les 2 sentinelles ouvraient le feu sur eux sans sommation. Très malheureusement, le bilan est le suivant. Un mort, le maréchal de logis Boubacar Tandou, né à Douti, matricule
2181 en service à l'escadron de gendarmerie mobile de Difa, atteint d'une balle dans la tête. Un blessé grave, le gendarme de 2e classe, Ibrahim Mamman, matricule 6172, 9 vers 1989 à Bilma, en service aussi à l'escadron de gendarmerie mobile de Difa. Aussi, 2 balles avaient atteint le véhicule civil sans danger majeur. Au nom du président de la République, du gouvernement et à mon nom propre, je présente toutes nos condoléances à la famille du défunt, à l'escadron de gendarmerie mobile de Difa et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Comme vous le constatez, ce n'est ni plus ni moins qu'un incident qui peut arriver partout, mais qu'on pouvait éviter. Je demande par conséquent à toutes les organisations des Nations Unies intervenant dans la région de Difa de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Je vous remercie. L'université de Niamey et les instituts universitaires de l'intérieur du pays viennent d'être dotés de moyens de transport, 6 bus au total pour un coût global de plus de 500 millions acquis sous fonds propres de l'État pour faciliter le transport des étudiants. Les clés ont été remises hier au directeur de cabinet du ministre des Enseignements supérieurs, Askou Jibrila Soumaïla Ibrahim. L'université Abdou Moumouni pour 3 bus et les 3 universités de l'intérieur du pays pour 1 bus chacune se sont partagés 6 bus flambants neufs d'un coût total de 594 48 000 francs CFA. Ils sont l'émanation de l'État nigérien dans son souci d'offrir et d'améliorer les conditions de transport des étudiants des universités nationales. Son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, a dans le cadre du programme de développement économique et social PDES, promis aux différentes universités publiques du Niger la livraison de 40 bus dans le quinquennat en cours. Ces bus, monsieur le directeur du CENU, seront affectés au centre des œuvres universitaires afin de faciliter le transport des étudiants et étudiantes. Pour les bénéficiaires du centre des œuvres universitaires de Niamey, ces bus viennent grossir leur parc auto et améliorer les conditions de navette des étudiants. Ces bus qui viennent grossir le parc automobile du Centre national des œuvres universitaires est un grand soulagement pour nous. Non seulement ça nous facilite le transport de plus de 300 étudiants par rotation, mais dans de meilleures conditions aussi de transport. Pour l'Union des étudiants de l'université de Niamey, ce geste perfectible est à saluer. Par les présents actes, le CENU vient de réceptionner les 3 bus que le président de la République a mis à la disposition des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey. J'aimerais profiter de cette occasion pour pouvoir non seulement nous réjouir de ce pas qui a été fait, mais aussi d'exiger à ce que d'autres bus puissent être mis à la disposition de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Promesse a été tenue par le directeur des œuvres universitaires de Niamey que dès cette semaine, les bus à eux affectés emprunteront les différents axes de transport des étudiants. Bientôt, un nouveau siège pour la Croix-Rouge nigérienne. La pose de la première pierre de construction de ce nouveau complexe a eu lieu ce mardi en présence de la première dame, Haja Aissata Issoufou. Une fois construit, ce bâtiment permettra de réunir sous un même toit l'ensemble des partenaires du mouvement. Taïro Hassan, Hamsatou Mahamadou. À travers ce geste, la première dame Hajia Aissata Issoufou, invitée d'honneur de cette cérémonie, vient ainsi de poser la première pierre du nouveau complexe de la Croix-Rouge nigérienne CRN. Cette cérémonie marque la fin d'un processus engagé depuis 2010 par la CRN et ses partenaires du mouvement. L'objectif visé est de réunir l'ensemble des sociétés nationales sœurs à la CRN sous un même toit.
Rappelons que ces partenaires du mouvement deviennent de plus en plus nombreux à Niamey depuis les démarches engagées en 1997 par la CRN, démarches pour un développement notamment à travers la multiplicité des partenaires et les projets et programmes à travers les différents pays. On note aujourd'hui la présence de plusieurs partenaires du mouvement à Niamey, dont entre autres la Croix-Rouge française, irlandaise, luxembourgeoise, belge. La création de cet ouvrage vise à renforcer les capacités humanitaires, financières, matérielles. Ce complexe terminé revêt 3 symboles. Premièrement, le symbole de l'unité du mouvement de la Croix-Rouge, car ce complexe aura pour vocation d'unir sur un même toit toutes les composantes du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge présents ici au Niger. Il y avait aussi un symbole d'entente et d'harmonie, car il disposera d'une salle de conférence moderne qui pourra accueillir des réunions, des colloques, des séminaires, des conférences, des activités culturelles, festives, bref, un lieu de rencontre, de donner et de recevoir. Enfin, un symbole de développement, en ce sens qu'il permettra de donner la possibilité aux Nigériens d'avoir des espaces pour faire des petites activités génératrices de revenus à travers la construction de boutiques de haute standing et dans un cadre de création d'emplois, c'est-à-dire de lutter contre la pauvreté. Pour le chef de la délégation de CICR, Jean-Nicolas Marty, la construction de ce bâtiment prouve que le partenariat entre le CICR et la Croix-Rouge est très solide. Le président de la Croix-Rouge nigérienne d'affirmer que le regroupement des différentes composantes du mouvement permettra d'améliorer la coordination des actions humanitaires. La Croix-Rouge nigérienne aura besoin de renforcer ses capacités logistiques d'intervention, disposer de ressources humaines compétentes et mobiliser des ressources financières suffisantes afin de maintenir un niveau élevé de rapidité, d'efficacité, d'efficience et de performance dans la mise en œuvre de ces programmes. Cet état de fait nécessite, dans un premier temps, le regroupement de toutes les sociétés nationales sœurs, la Fédération et notre société nationale au siège national 6 à Niamey, d'où la proposition de ce projet de construction d'un immeuble. Ceci aura pour objectif principal de renforcer non seulement les capacités de mobilisation des ressources de la Croix-Rouge nigérienne et contribuer à réduire sa dépendance financière de l'extérieur, mais aussi assurer une meilleure coordination des actions humanitaires du mouvement Croix-Rouge. Permettez-moi enfin d'adresser une fois encore mes sincères remerciements à tous ceux qui ont apporté leur concours à l'organisation et à la réussite de cette cérémonie. En particulier la première dame Hajia Aïchetou Issoufou, qui ne cesse de nous soutenir dans toutes nos actions. Selon le représentant de l'équipe des architectes, les travaux de construction de ce bâtiment à 3 niveaux dureront 15 mois. Une visite guidée de la maquette du nouveau siège de la CRN a sanctionné la fin de cette cérémonie. Direction Agadez, où une mission des femmes parlementaires a séjourné du 20 au 27 octobre dernier à Arlit. Il s'est agi pour cette mission d'aller s'inquérir du fonctionnement des sociétés minières d'Arlit et de la Kouminak. Cette mission a également eu une rencontre avec les acteurs de la société civile d'Arlit. Hachim Mohamed. La délégation était composée de 2 députés, dont une de la région, d'un assistant parlementaire et d'un représentant du National Democracy Institute, dont l'appui a permis la réalisation de l'activité. À son arrivée, la délégation des parlementaires a rencontré le préfet du département d'Arlit, le capitaine Sirfi Soumana, avec lequel elle a échangé sur l'objet de la mission, les questions sécuritaires de la zone et la situation socio-économique des populations d'Arlit et Kominak ont été au centre de ces entretiens. Le lendemain, c'est-à-dire le 25, la délégation a visité la société des mines de l'Aïr, la Somaïr. Ici, elle a été informée du déroulement des activités de la société. Elle a effectué ensuite une visite guidée avec les responsables de la société. La délégation a posé des questions aux responsables auxquelles des réponses satisfaisantes ont été données. Le 26, ce fut le tour de la Cominac de recevoir les honorables. La même activité a été menée. Le soir du 26, les députés ont rencontré les représentants des organisations de la société civile.
Elles ont échangé avec elles sur les impacts des activités minières. Notons que cette activité entre dans le cadre des activités du comité mis en place par les femmes députées lors de la rencontre des femmes députées et quelques organisations féminines le 9 juin 2012 à l'initiative du NDI. Au terme de cette mission, la députée nationale Mariama Moussa a tiré les conclusions que voici. Nous avons jugé utile de faire le déplacement pour constater de visu ce qui se passe autour et au niveau de ces sociétés-là. C'est ce qui nous a amené à visiter la Somaïe et également à visiter la Cominac. Donc, à l'issue de ces visites-là, nous pouvons dire que vraiment ce que nous avons vu nous a beaucoup impressionné, surtout la mine à ciel fermé de la Cominac. Donc, il y a lieu ici de féliciter et d'encourager en tout cas les agents de ces sociétés-là. Et sur tout un autre plan, donc, nous avons mis à profit cette visite pour rencontrer également la société civile et les autorités locales du département d'Arlit. Et donc ces visites et ces rencontres ont été très fructueuses. Ça nous a permis d'échanger avec les dirigeants de ces sociétés-là et également d'échanger avec la société civile pour avoir d'amples informations sur l'impact de cette activité économique qui se passe dans cette localité. La ville d'Arlit, qui était au départ de 25 000 habitants, aujourd'hui, la population actuellement est de 145 000 à peu près d'habitants. L'État a laissé en tout cas cette population-là aux soins de ces sociétés-là. Et je pense que vraiment ça, nous n'avons pas apprécié du tout. Et si je dois illustrer ce que je viens de dire, rien que sur le plan de l'alimentation en eau potable, c'est vraiment un casse-tête au niveau de la ville d'Arlit. Donc ce sont ces sociétés-là qui alimentent toute la ville en eau. Donc à mon avis, la CIN doit penser à faire ses propres forages au niveau d'Arlit pour pouvoir prendre en compte les besoins en eau de cette population-là. On sait que l'eau, c'est un droit fondamental. Donc à mon niveau, vraiment l'État ne doit pas laisser cette tâche spécifiquement ou totalement à ces sociétés-là. Il doit aussi prendre sa part de responsabilité à ce niveau-là. Le village de Rumboso, dans le département de Madaronfa, a abrité dimanche dernier une rencontre entre paysans multiplicateurs de semences améliorées venus des différents départements de la région de Maradi. Il s'est agi d'une rencontre d'échange et de partage d'expériences visant à perfectionner les semences améliorées de sorgho et du niébé. Mamana Oumarou Adin Aglas. Cette rencontre interpaysanne initiée par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest en collaboration avec la direction générale et la direction régionale de l'agriculture s'inscrit dans le cadre du lancement des activités d'échange entre producteurs multiplicateurs de semences de la région de Maradi au niveau de Roubasso pour le programme de production des semences de niébé KVX et IT90 et de sorgho URAT 204 et Sepon 82 à double usage des grains et du fourrage. 66 producteurs multiplicateurs de semences de l'ensemble des départements de la région de Maradi, sauf Bermo, zone pastorale, sont concernés par cette rencontre d'échange. Ce genre de rencontre entre les différentes organisations paysannes ainsi que les producteurs individuels de semences entre eux constitue par excellence un cadre d'échange d'expérience et s'avère nécessaire car permettant d'identifier les meilleurs champs semenciers et d'amener les autres producteurs multiplicateurs à faire de même. Une approche qui demeure l'une des meilleures méthodes de vulgarisation de semences. Pour la présente campagne agricole, il est attendu sur l'ensemble du pays 1010 tonnes de semences améliorées, dont 660 de sorgho et 450 de niébé. Un tonnage qui sera largement dépassé à l'issue de la présente campagne. Du reste, cela reste un des objectifs des autorités de la 7e République, au premier chef, le président Issoufou Mahamadou. La présente rencontre qui réunit les acteurs essentiels du développement du sous-secteur de l'agriculture est la parfaite illustration de notre volonté commune d'apporter un soutien sans faille aux nouvelles autorités de la 7e République, conformément aux engagements pris par le chef de l'État, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, lors de son discours d'investiture, je cite les Nigériens, nourrissent les Nigériens. Ainsi, ce programme a eu à assurer
aux producteurs et agents de terrain une formation sur les techniques de production des semences, des visites intersites, l'utilisation des sacs pics pour la conservation du niébé, des appuis en entrant, semences, engrais, produits phytosanitaires et autres, et le rachat de surprises de production en semences à des prix rémunérateurs. Le préfet, le chef du village, le maire ont eux aussi loué cette initiative qui constitue un cadre idoine d'échange et de partage des expériences. Le premier vice-président du conseil régional, Mohamed Siraj Moussa, a demandé aux producteurs de profiter pleinement de cette opportunité et contribuer ainsi à l'amélioration de la productivité et éradiquer l'insécurité alimentaire dans la région. Les visites sur les différents sites de production d'abattage de semences a permis aux visiteurs d'échanger l'expérience sur les critères retenus, poser des questions, comprendre et apprendre afin de faire siennes les techniques utilisées qui peuvent également servir pour les prochaines campagnes pluviales ou des cultures irriguées. L'on sait également que la semence joue un rôle important et stratégique dans l'amélioration de la productivité. Et d'une manière générale, la croissance agricole des cultures est entravée en partie par l'indisponibilité des semences de qualité à l'échelle des communautés villageoises. C'est pourquoi, à travers cette initiative, un des objectifs est d'accroître de façon significative la production des semences certifiées des petits et moyens producteurs. Il s'agira aussi de garantir une disponibilité de semences de qualité et de fourrages pour les agropasteurs. Tenu ce matin à Difa de la première session extraordinaire du Conseil régional, durant 2 jours, les conseillers régionaux auront à examiner le règlement intérieur et le budget 2013 du Conseil. Abdraman Mazou, Abdraman Bokari. Cette première session extraordinaire du Conseil régional qui durera 2 jours aura examiné entre autres la relecture du règlement intérieur et le premier remaniement du budget 2013 du Conseil régional. Ainsi donc la cérémonie d'ouverture des travaux de cette session intervenue ce matin s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Difa, M. Yacoub Ousmane Gaou, qui avait à ses côtés l'ensemble de ses plus proches collaborateurs. L'occasion pour le président du Conseil régional, M. Maïlou Rigari, de saluer de prime abord la forte mobilisation des uns et des autres autour de cette rencontre, preuve a-t-il souligné de l'intérêt tout particulier qu'ils accordent aux questions de développement avant de s'appesantir sur la situation socio-économique de la région. Sur le plan des infrastructures, le désenclavement de la région par la construction de bretelles de routes reliant Maïné-Soroa et Difa aux régions frontalières du Nigeria pour faciliter les échanges entre les 2 pays frères est nécessaire. Sur le plan social et sécuritaire, cette année, la campagne hivernale n'a pas répondu à nos attentes suite à la mauvaise répartition des pluies et aux attaques des ennemis de la culture. Nous fondons l'espoir que l'État, comme par le passé, prendra les dispositions d'atténuation nécessaires en faveur des populations et de leurs cheptels. Les méfaits des inondations précédentes ont dépourvu les victimes de leurs biens. Sur ce plan, nous apprécions très positivement les efforts du gouvernement et des partenaires financiers auxquels nous adressons nos sincères remerciements. Pour notre part, nous estimons qu'il faudra encore prendre des mesures préventives le long des rives de la Komadougou et du lac, s'agissant de l'emploi et des activités liées à l'exploitation du pétrole. Les efforts de l'État ont permis le retour du dédouanement des matériels à la douane de Difa et le recrutement du personnel s'est nettement amélioré également. Sur le plan éducatif, nous notons avec satisfaction l'effectivité de la rentrée scolaire sur l'étendue du territoire régional et remercions nos plus hautes autorités pour les bonnes dispositions prises afin d'assurer un bon démarrage de l'année scolaire. Parlant de la décentralisation, le président du Conseil régional a à ce niveau souligné avec satisfaction les avancées significatives enregistrées sur ce plan depuis l'installation des autorités de la 7e République avec la création de l'Agence de financement des collectivités et la poursuite du processus des transferts de compétences. Intervenant à son tour, le gouverneur de la région de Difa, M. Yacoub Ousmane Gaou, a fondé l'espoir que les conclusions issues de la présente session répondront véritablement aux attentes des populations de la région de Difa. À Tawa, l'utilisation des ressources foncières entraîne parfois des conflits meurtriers.
Chaque année, au sortir de la campagne agricole, on assiste en effet à des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est le cas tout récemment de la région de Dosso. Le secrétaire permanent régional du Code rural de Tawa, Issa Jibo, explique ici le processus de prévention et de gestion de ces conflits ruraux. À titre de rappel, donc, les institutions du Code rural sont chargées de la mise en œuvre de l'ordonnance 93-015 du 2 mars 1993 fixant principe d'orientation du Code rural. Et en vue donc d'atténuer les conflits liés à l'utilisation ou à l'exploitation de ces ressources foncières. Et l'objectif visé par cette ordonnance est la gestion équitable et durable de toutes les ressources foncières. Et pour mettre en application donc les textes de cette ordonnance, il a été mis dans la région de Tawa un secrétariat permanent régional du Code rural, 12 commissions foncières départementales, 44 commissions foncières communales et 877 commissions foncières de base, c'est-à-dire au niveau des villages et tribus, représentant 42%. Et vraiment, toutes ces institutions-là ont été mises avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Et de leur mise en place à cette date, toujours dans le cadre donc de la gestion et de la prévention des conflits, et les structures du Code rural ont eu à réaliser environ 15 000 hectares d'aires de pâturage ont été balisés, 1000 km de couloirs de passage donc matérialisés, environ 3000 actes de transactions foncières ont été délivrés et 400 PV de conciliation. Donc voilà brièvement ce que les structures du Code rural ont fait dans le cadre de la gestion et de la prévention des conflits. Pour la campagne agricole d'hivernage 2013-2014, et le secrétariat permanent régional, donc en collaboration avec le gouvernorat, a fait un message radio à tous les préfets pour que ces préfets instruisent donc les maires, afin que ces maires-là convoquent les commissions foncières communales pour arrêter une date de libération de champs. Une fois ces dates arrêtées au niveau des communes, les SPCOFOCOM envoient ces PV d'arrêté de date à la commission foncière départementale qui fait une synthèse. Et toutes les synthèses des différentes commissions foncières départementales est envoyées au niveau du secrétariat permanent régional pour qu'on fasse un arrêté fixant la date de libération des champs au niveau de la région. Donc voilà brièvement tel que nous avons organisé la date de libération des champs au niveau de la région de Tawa pour la campagne agricole d'hivernage 2013-2014. Sur le même registre, un mort, 5 blessés, tel est le triste bilan d'une bagarre rangée entre deux communautés du département de Falmey, région de Dosso. Le gouverneur de la région de Dosso est allé au nom des autorités de la 7e République présenter ses condoléances aux familles des victimes et surtout apaiser les esprits. Harissou Garba, Mbako et Manu El Hadjessidou. C'était le dimanche soir aux environs de 19h qu'une bagarre s'est déclenchée entre deux personnes dont une légèrement blessée a alerté sa communauté qui s'est organisée pour se venger contre l'autre communauté, faisant ainsi un mort, 5 blessés dont 2 graves. Le bilan aurait dû être plus lourd sans l'intervention rapide de la patrouille mixte qui a été dépêchée par les autorités administratives aussitôt l'information parvenue. Actuellement, 5 personnes ont été interpellées et l'enquête suit son cours afin d'identifier les coupables qui seront traduits devant la justice. Le gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Ali Zataou, s'est rendu aussitôt sur les lieux pour non seulement présenter les condoléances des autorités de la 7e République à la famille de la victime et souhaiter prompt rétablissement aux blessés qui ont reçu sa visite au CSI de Falmey, mais aussi et surtout pour attirer l'attention de l'ensemble des communautés pour la culture de la paix et de la tolérance. Car, a poursuivi M. Seydou Ali Zataou, devant ces deux communautés de Bossé et Kaboy, notre pays est à plus de 90% de musulmans et dispose des textes réglementaires et législatifs qui interdisent à tout prix de se faire justice. Et toutes les communautés sont égales sous la loi, par conséquent sont condamnées de vivre ensemble
dans la paix et la fraternité et aucune dérive ne sera tolérée dans notre pays qui aspire à la paix et à la justice. C'est pourquoi une Fatiha a été dite pour que l'âme du disparu repose en paix et afin que le bon Dieu nous descende sa paix et sa quiétude sociale dans notre pays. Notons enfin que le gouverneur Seydou Ali Zataou, qui accompagne le président du conseil régional de Dosso, M. Himmoukaïla, a instruit les forces de défense et de sécurité pour renforcer la patrouille afin de sécuriser nos laborieuses populations. Après Filengi, c'est au tour des élèves de l'école primaire Mbadou Sadri de Dosso de recevoir les kits scolaires dont des autorités bolivariennes du Venezuela. C'était en présence du gouverneur de la région. Nous retrouvons Habibou Garbabako et Manu Elajesido. Bolivarienne du Venezuela vient de faire un don de fournitures scolaires aux élèves de l'école primaire Baba Sabiri dans la commune urbaine de Dosso. Ce don composé de sacs, de colliers et autres matériels didactiques a été réceptionné ce lundi par le gouverneur de la région, M. Seydou Ali Zataou, en présence des responsables académiques de la région qui a, au nom des autorités de la 7e République et des populations de la région de Dosso en général et du monde scolaire en particulier, remercié les autorités de la République de Venezuela pour ce geste qui vient dans les toutes premières semaines de la rentrée scolaire 2013-2014 avant de leur assurer qu'il ira droit aux bénéficiaires. En remettant ce don, le chargé d'affaires de l'ambassade de la République bolivarienne de Venezuela, M. Oscar Cabela Guerra, dira que ce geste vise à s'approcher de leurs frères et sœurs d'Afrique par la solidarité à travers le projet parrainé Une école en Afrique qui se réalise dans chaque pays de l'Afrique où le Venezuela est représenté par une ambassade avec pour objectif de former des hommes et des femmes avec de nouvelles valeurs pour construire des sociétés équitables, justes et solidaires. Car a poursuivi M. Cabello Guerra, l'éducation ne concerne pas seulement l'étude d'une matière déterminée ou de réussir à son diplôme, mais il s'agit aussi d'être formé sur la culture de la solidarité. Auparavant, le directeur régional des enseignements primaires de Dosso, M. Abdou Amani, et la représentante des élèves ont pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux membres de la délégation de l'ambassade de Venezuela, tout en leur exprimant tous leurs remerciements et toute leur reconnaissance pour le choix porté à cet établissement de l'école primaire Baba Sabiri, qui bénéficie pour une deuxième fois de ce geste symbolique mais significatif. Le préfet du département de Sibiri, toujours dans la région de Dosso, a réceptionné ce matin une salle de classe construite et offerte gracieusement au CG de Tanda dans la commune rurale de Guéchemé par l'ONG Karkara avec l'appui financier d'une ONG britannique. Précision, Arissou Garba et Issa Saleh. C'est une classe construite en matériaux définitifs et équipée d'une valeur d'environ 10 millions de francs CFA que le préfet du département de Tibri dans la région de Dosso, M. Hamadou Hamidou, a réceptionné, destinée au CEG de Kanda dans la commune rurale de Guéchemi. Cette très belle classe a été gracieusement offerte par l'ONG Karkara basée à Niamey au profit de ce CEG de Kanda en vue de mettre les élèves et leurs professeurs dans de très bonnes conditions de travail. L'organisation dont nous avons en charge s'est donné comme objectif d'accompagner les communautés nigériennes dans leur effort pour le développement. Et je crois savoir que l'éducation quand même reste un des secteurs clés du développement parce que qui dit éducation dit ressources humaines. L'effort que nous essayons de faire, c'est celui d'apporter notre petite contribution. Une classe, ce n'est rien face aux besoins, mais c'est déjà quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes face à une très belle classe, équipée complètement, table, banc, armoire, bureau de l'enseignant, 2 tableaux. Ça nous donne envie de continuer et Inch'Allah, on va continuer pour l'effort, pour d'autres villages, pour d'autres communautés du Niger. Quant au directeur de ce collège, il nous dit le sentiment qu'il anime derrière ces joyaux. Nous sommes vraiment très contents. Vraiment, avec le problème de salle, on a eu une salle. Donc vraiment, nous sommes vraiment contents du ONG Karkara. Le préfet Hamadou Hamidou, en réceptionnant cette classe en présence du maire de la commune rurale de Guéchemé et des populations venues nombreuses pour la circonstance, a tenu à remercier l'ONG Karkara pour cet appui combien important pour le Niger en général et pour les populations de Kanda en particulier, avant d'inviter d'autres bonnes volontés à faire la même chose que l'ONG Karkara, puis trouver cette opportunité qui lui est offerte
pour attirer l'attention des agriculteurs et des éleveurs sur leur cohabitation en ce moment de récolte. Quant au maire et le chef du village, ils ont adressé leurs remerciements à cette ONG avant de présenter au préfet et à l'ONG un certain nombre de doléances qui tournent autour des problèmes de table, bancs, des professeurs, des salles de classe et des latrines. Oui, Agadez avec une autre cérémonie de réception en début de semaine d'une salle de classe construite en matériaux définitifs par l'association Sahel et la fondation Arriva. C'est le gouverneur de la région qui a réceptionné cette salle de classe, le récit de Nassirou Nakakali et Hachim Mohamed. Avant de remettre les clés de cette salle de classe au maire d'Arlit, Mouli Abdurrahman, en présence du gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mikido, le préfet d'Arlit Sirfi Soumana et le directeur d'exploitation de la Sommer et la Cominac, le représentant de l'association Sahel, une structure non lucrative qui bénéficie de l'appui de la fondation Areva, a pris la parole devant les parents d'élèves et les invités pour rappeler les actions sociétales à mettre à l'actif de l'association Sahel et indiquer que cette réalisation, qui ne sera certainement pas la dernière, a pour but d'améliorer les conditions de scolarisation des enfants au niveau des quartiers démunis d'Arlit. Elle s'inscrit également dans le cadre de l'appui au programme de renaissance du Niger du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, M. Sanoussi Mohamed. Les actions de Sahel portent sur la dotation des écoles en fourniture scolaire de Dan Tichilé, un don de 350 livres pour la bibliothèque du CEG Maïmanga Oumara à Agadez, dont des ordinateurs et souvent des vêtements également. Parrainage de certains élèves qui sont dans des conditions difficiles. Et aujourd'hui, la construction d'une classe qui accueillera les jeunes enfants ici. Pour réaliser ce projet, Sahel a reçu un important appui financier de la Fondation Areva, que je tiens à remercier pour tous les efforts que le groupe déploie en faveur des populations nigériennes et celles du département d'Arlit en particulier dans la lutte contre la pauvreté et l'ignorance. En réponse à ces gestes hautement salutaires, le gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mekido, a au nom des parents d'élèves de ce quartier de la commune urbaine d'Arlit, remercié les dirigeants de l'association Sahel et son partenaire Areva. Les mêmes propos ont été réitérés par le maire d'Arlit, Mouli Abdurrahman, qui n'a pas manqué d'attirer l'attention du comité de gestion de cet établissement sur la nécessité de bien entretenir l'ouvrage ainsi réceptionné. Agadez toujours, où le problème de migration clandestine est devenu aujourd'hui une préoccupation majeure pour les autorités régionales. En effet, la région est devenue un passage obligé des migrants en partance pour l'Europe. Comment expliquer cet état de fait et comment contrôler ce flux migratoire? Élément de réponse avec le gouverneur de la région, le colonel Garba Mekido, interrogé par Ibrahima Maman et Lawali Yahya en mission dans la région. Le problème de migration constitue un gros problème pour la région d'Agadez. L'Agadez a connu d'énormes difficultés avec l'insécurité qui a prévalu. Mais Agadez constitue surtout une plaque tournante de tous les trafics en tout genre. Ce qui fait que Agadez est un point de passage obligé de tous ceux qui veulent migrer ou tous ceux qui en tout cas vont dans le sens donc de ce trafic-là. Alors on utilise cette voie de clandestinité avec des transports j'avoue, illégal pour donc faire ce transport clandestin. Et on prend des gens à partir d'Agadez, c'est un réseau bien constitué en direction donc des pays voisins. Alors ici nous avons pris des mesures pour vraiment limiter et contrôler ce trafic, parce que nous estimons d'abord que le transport qui s'effectue est un transport tout à fait illégal. Toutes ces personnes qui le font ne disposent d'aucun document légal de transporteur, aucun ne dispose de titre de transport, donc pour moi ce transport-là est tout à fait illégal.
Donc nous avons décidé donc de mettre fin à ce transport illégal dans un premier temps et demander aux gens de se conformer à la légalité. Ceci va bien sûr limiter un peu donc ces actions lucratives, dont d'ailleurs la plupart ne sont même pas des Nigériens, ce sont des étrangers qui le font. Et la loi est claire là-dessus, d'abord on ne peut effectuer le transport que des Nigériens ou des sociétés nigériennes de transport à cet effet-là. Donc premier point, en tout cas les mesures, c'est d'abord de réglementer un peu ce transport par rapport à la loi. Et ensuite, ça nous a quand même permis également de pouvoir contrôler le flux de ce trafic humain qui se passe en direction donc, des pays voisins et des trafics en tout genre. Et surtout d'essayer de voir comment, à travers ces actions-là, sauvegarder un peu ces populations qui vont, je dirais, en aventure, avec tous les risques. Récemment, vous avez suivi, nous avons eu 2 véhicules qui partaient en direction des pays voisins et suite à une panne, nous avons malheureusement perdu une dizaine de personnes et il y a une 50aine de personnes qui restent encore portées disparues et seuls 15 ont pu être sauvés à peu près par rapport à ça. Donc c'est par rapport à toutes ces actions-là et ces risques que nous sommes en train de vouloir vraiment contrôler ce trafic-là et essayer de le réglementer et de le mettre dans le cadre de la loi. Récemment, encore si vous avez suivi, nous avons saisi en partance de ces pays du Nord 25 kilos de drogue, de résine de cannabis, avec 180 cartons de liqueur, destinés également à l'exportation clandestine. Donc, sans compter maintenant ce qui nous viendra de ces pays voisins-là. Je pense que nous sommes en train vraiment de mettre des mesures pour mieux sécuriser nos populations, pour mieux sécuriser notre pays, parce que à travers ces trafics en tout genre, Dieu seul sait ce qui peut rentrer et ce qui sort. Le trafic est là, le trafic de drogue, il est vraiment permanent. Agadez est une plaque tournante. Et malheureusement, le constat qu'on vient de faire récemment, c'est que avant cette drogue de cannabis partait un peu loin d'Agadez. Mais maintenant, ça rentre d'Agadez et ça sort de l'Agadez par rapport à ça. Ça veut dire que la ville d'Agadez n'est plus épargnée. Ça constitue pour moi un véritable problème. Et nous devons en tout cas lutter. Et c'est pourquoi d'ailleurs je dis que nous avons besoin d'une meilleure coordination, de la collaboration de toutes les forces actives qui doivent agir dans ce sens-là pour que nous puissions enrayer ce fléau-là. Que ce soit la douane, la police, la gendarmerie, l'armée et le service de justice. Récemment, nous voulons effectivement que quelque part, en tout cas, l'administration judiciaire ne fasse plus de cadeaux à ces grands trafiquants-là. Et le procureur, en tout cas, est saisi à chaque fois que nous avons ces genres d'opérations pour que vraiment la loi soit impliquée et appliquée dans toute sa rigueur. Voilà, messieurs, mesdames, c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, cette annonce de Télé Sahel qui informe ses téléspectateurs qu'ils pourront suivre un document sur la Turquie juste après les journaux en langue. Bonne réception et bonsoir.